Bonjour, bienvenue à cet atelier d'électrocardiographie qui aura lieu en utilisant les moyens informatiques, étant donné qu'une présence physique n'est pas possible. Je vous ai préparé 20 électrocardiogrammes avec chaque fois un tracé. C'est tous des tracés de ma consultation. Un tracé, une description que je vous fournis. Ensuite, vous avez une proposition diagnostique, c'est un QCM, vous devez choisir la proposition qui vous paraît la plus adéquate, et ensuite un commentaire qui vous explique pourquoi vous avez répondu juste ou faux. Vous avez des documents papier où tous les électrodes sont imprimés, tous les commentaires sont imprimés, donc vous pouvez, en parallèle à la description électrocardiographique, vous pouvez lire les commentaires pour essayer de mieux comprendre la description électrocardiographique. C'est des ECG que vous êtes censé connaître car ils sont importants en clinique pour la prise de décision afin d'éviter de sous-traiter ou de maltraiter les patients qui viennent avec ces électrodes. Le premier électrocardiogramme, c'est un patient qui souffre d'une syncope et vous avez le tracé sous les yeux. Alors si on le décrit, on voit qu'on a des ondes P qui sont parfaitement régulières. Je les montre avec des petites barres bleues. Ces ondes P sont parfaitement régulières, alors que les QRS sont beaucoup moins réguliers. Si on mesure la fréquence des ondes P, on est à peu près à 75 battements par minute. Si vous regardez, vous avez une onde P qui est positive en 1, positive en 2, positive en AVF et négative en AVR, donc on peut dire qu'on a un rythme sinusal. Vous noterez peut-être que dans la dérivation V1, vous avez une onde P qui est bifide, ce qui pourrait traduire un trouble de la conduction intra-auriculaire. On voit que l'onde P a donc un axe normal. Par contre, il y a des ondes P, comme la deuxième depuis la gauche, celle-ci, qui ne sont pas conduites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de QRS après. Les deux ondes P suivantes, il y a un QRS qui suit. On a donc des ondes P non conduites, et si on regarde ce qui se passe dans le précordium, en V1, vous avez une première onde P conduite, une deuxième non conduite, deux ondes P conduites. Donc vous avez un bloc AV du deuxième degré, 2-1, qui est intermittent. On voit que l'intervalle PQ est très discrètement prolongé avant qu'une onde P ne soit pas conduite, ce qui pourrait faire penser à un bloc AV de type Wenckebach, mais la prolongation de l'intervalle PR n'est pas suffisante pour poser ce diagnostic. Si on regarde le QRS, on a une durée du QRS qui est clairement prolongée, à peu près à 180 millisecondes. Lorsqu'on a une prolongation de l'intervalle de la durée du QRS, on va immédiatement regarder en V1, et vous voyez qu'en V1, on a une morphologie RSR', qui est typique d'un bloc de branche droite. Ce bloc de branche droite se manifeste également par une onde S profonde en 1 et profonde en V6. L'autre point à noter, c'est que l'axe du QRS n'est pas normal. C'est un axe qui est dévié à droite. Il est à peu près pas tout à fait dévié à droite, mais pratiquement, il est presque vertical. Il est à plus 80, plus 90 degrés. Et vous avez une grande onde S en 1, une grande onde S en AVL. Cette morphologie est typique en présence d'un axe vertical, est typique d'un hémibloc postérieur gauche. L'hémibloc postérieur gauche est un trouble conductif de très mauvais pronostic, contrairement à l'hémibloc antérieur gauche. Si l'on regarde les propositions diagnostiques que je vous ai faites, il y a un rythme sinusal avec un bloc AV du premier degré. On a vu que c'était en tout cas pas le cas puisqu'il y a des ondes P pas conduites. Un bloc AV complet, c'est pas le cas non plus puisqu'il y a une relation assez claire entre les P et les QRS, pas toujours, mais la plupart du temps.
un rythme sinusal avec un bloc AV du deuxième degré, ça c'est juste un hémibloc antérieur gauche, c'est faux. Si c'est un hémibloc antérieur gauche, on aurait une déviation axiale gauche, ce qui n'est pas le cas. Dans proposition 4, un rythme sinusal avec un bloc AV du deuxième degré, un hémibloc antérieur gauche et un bloc de branche droite. Le bloc de branche droit est juste, mais il est bien présent, mais il n'y a pas d'hémibloc antérieur gauche comme on l'a vu. Et la proposition 5, c'est un rythme sinusal, bloc AV du deuxième degré, un hémibloc postérieur gauche, un bloc de branche droite. C'est la bonne réponse. Donc c'est la réponse 5 qui est la bonne réponse chez ce patient. Le rythme ilioventriculaire avec un bloc AV complet est bien entendu faux. Si on avait un bloc AV complet, on n'aurait aucune relation entre l'onde P et le QRS. Vous avez le commentaire que vous pouvez lire, mais que je vous ai déjà en grande partie donné en décrivant l'électrocardiogramme. Si l'on regarde l'électrocardiogramme numéro 2, c'est une patiente de 82 ans qui a également présenté des syncopes. Je vous laisse regarder un tout petit peu le tracé. Vous voyez qu'on a un rythme régulier, en tout cas des QRS qui surviennent régulièrement, la fréquence cardiaque est basse. On a une bradycardie sévère à 38 battements par minute. Et si vous regardez bien en V1, vous ne voyez pas d'onde P identifiable. Par contre, on a une oscillation de la ligne de base qui est certes pas très marquée, mais qui est tout de même présente. L'intervalle PR, bien entendu, n'est pas mesurable. Si l'on regarde la morphologie du QRS, on voit qu'il est élargi, qu'il dure à peu près 180 millisecondes. Et en V1, on a de nouveau une morphologie, comme sur l'ECG précédent, RSR', qui vous signe un trouble conductif de type bloc de branche droite. On voit qu'on a également un axe du QRS qui est encore tout juste dans les normes. Je vous rappelle qu'en présence d'un bloc de branche droite, on doit prendre que les premières 40 millisecondes du QRS pour calculer l'axe. Les ondes T sont négatives dans tout le précordium et l'intervalle QT, il est à la limite supérieure de la norme si on le corrige en fonction de la fréquence cardiaque. Les propositions diagnostiques que je vous ai faites sont une bradycardie sinusale avec un bloc de branche droite. C'est une proposition qui n'a pas lieu d'être du moment qu'il n'y a pas d'onde P, donc on ne peut pas parler de bradycardie sinusale. Un rythme nodal, on pourrait imaginer qu'il y a un rythme nodal avec un trouble conductif sous-jacent. Néanmoins, les oscillations de la ligne de base parlent contre le rythme nodal. Le rythme nodal, on devrait avoir une ligne de base plate. Une fibrillation auriculaire avec un bloc AV complet. C'est cette proposition qui est la bonne réponse. Vous avez en effet l'oscillation de la ligne de base qui confirme la présence de la fibrillation auriculaire. Et parfois, on peut avoir une fibrillation auriculaire et un rythme régulier lorsqu'il y a un bloc complet, c'est-à-dire qu'il y a une interruption de la conduction entre l'oreillette et le nœud AV. Les autres propositions, l'hyperkaliémie, ce n'est pas un ECG d'hyperkaliémie car le QRS y garde une morphologie normale, même s'il y a un bloc de branche droit surajouté. Une hypocalcémie, vous auriez une prolongation massive de l'intervalle QT, ce qui n'est pas le cas ici. Et un rythme icien avec un bloc de branche droit. Encore une fois, si on avait un rythme icien, on n'aurait pas ces oscillations de la ligne de base et cette fibrillation auriculaire. Je vous laisse lire tranquillement le commentaire qui va avec cet électrocardiogramme. Le diagnostic étant fibrillation auriculaire avec bloc AV complet. Il faut savoir que la fibrillation auriculaire n'est pas toujours un rythme irrégulièrement irrégulier, mais qu'il peut parfois y avoir des blocs AV complets qui se surajoutent. Je reviens juste sur l'ECG numéro 2 et j'ai oublié de vous entourer la bonne réponse. En fait, c'est la réponse numéro 3. C'est une fibrillation auriculaire avec un bloc AV complet.
Nous passons maintenant à l'ECG numéro 3, qui est un ECG que vous devez absolument connaître. Vous n'avez pas le droit à l'erreur avec un tracé. C'est un patient qui vient avec des douleurs rétrosternales aiguës. Il est très algique. Et la description de l'électro, vous avez un rythme sinusal, bien que les ondes P soient difficiles à voir. Mais je vous rappelle que la meilleure dérivation pour voir les ondes P, c'est V1. Et vous pouvez voir en V1 des petites ondes P avant le QRS. Vous voyez, une toute petite vaguelette avant le QRS. C'est l'onde P. On ne la voit pas très bien dans les dérivations périphériques. Il y a de toute manière une tachycardie sinusale, puisque vous voyez que la fréquence cardiaque est aux alentours de 100 à 110 battements par minute. L'intervalle PQ est difficile à mesurer. Vous notez également qu'il y a des micropotentiels du complexe QRS. Je vous rappelle au passage que les diagnostics différentiels des micropotentiels, c'est soit un BPCO, soit un épanchement péricardique, soit une obésité importante. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est soit un liquide, soit de l'air. Il faut qu'il y ait quelque chose qui isole le cœur du reste du thorax pour qu'il y ait ces micropotentiels. Si on revient à notre tracé, ce qui est anormal, c'est la fin du QRS, c'est le segment ST qui est très clairement sus-décalé massivement en V2, en V3, en V4, un petit peu moins en V5, mais également dans les dérivations 1 et AVL. Et vous notez qu'il y a ce qu'on appelle une image en miroir avec un sous-décalage massif de ce segment ST 1, 2, 3, AVF. Alors le diagnostic différentiel que je vous propose, c'est un STEMI. STEMI, je vous rappelle que c'est un ST, Elevation Myocardial Infarction, c'est-à-dire que c'est un infarctus aigu qui est en général qui est transmural avec une occlusion coronaire. Alors la première proposition, c'est STEMI inférieur. La deuxième proposition, c'est STEMI antéro-septo-latéral. La troisième proposition, c'est une péricardite. La quatrième proposition, c'est une tamponnade. Et la cinquième proposition, c'est une hypothermie. On ne peut pas dire que c'est une tamponnade, puisque la tamponnade est un diagnostic clinique, ou pour un épanchement péricardique qui se manifeste sur un ECG, mais qui n'a pas de symptômes cliniques, et inversement, vous pouvez avoir une tamponnade sans qu'il y ait vraiment d'altération grave de l'électrocardiogramme. Une hypothermie, c'est pas du tout l'ECG qu'on a d'une hypothermie. L'hypothermie se manifeste par des ondes dites de Osborne avec une très large prolongation de QRS. Le sus-décalage du segment ST se manifeste essentiellement en V2, V3, V4, c'est-à-dire le territoire antéroseptal. Donc c'est un ECG absolument typique d'un STEMI antéroseptolatéral. Donc la réponse correcte, c'est 2. Vous pouvez lire dans le commentaire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce sus-décalage massif. Lorsque vous avez un sus-décalage qui est moins important, bien sûr qu'il y a toujours le diagnostic différentiel de la péricardite. La péricardite a généralement la propriété de se manifester dans tous les territoires, alors que le STEMI se manifeste en général dans le territoire inférieur, latéral ou antérieur, antéroseptal, ou parfois latéral. On passe à l'ECG suivant, qui est également un ECG que vous devez absolument connaître. C'est un ECG qui est enregistré chez un patient qui est dialysé et qui se plaint de malaise avec des pré-pertes de connaissance. C'est un ECG très typique et qui vous n'avez pas le droit de passer à côté du diagnostic en présence d'un tel ECG parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour le patient. Alors la description de l'ECG, on voit qu'il y a un rythme de base
régulier, à une fréquence lente, donc il y a une bradycardie. L'origine du rythme est difficile à donner, on ne voit pas d'onde P, on ne voit pas d'oscillation, donc c'est certainement pas un rythme sinusal, on ne voit pas d'oscillation de la ligne de base comme on pourrait le voir dans un flotter ou dans une fibrillation auriculaire, donc l'intervalle PQ n'est pas mesurable. Le QRS est microvolté également dans les dérivations périphériques. Chez un dialysé, lorsqu'on a des microvoltages, il faut toujours penser à un épanchement péricardique, parce que les dialysés font souvent des épanchements péricardiques lorsqu'ils ont une surcharge liquidienne. Le segment ST est fortement altéré avec un sous-décalage dans tout le précordium. Et vous notez également que le QRS est élargi, sans qu'il y ait vraiment d'image de bloc de branche droite. Il y a une pseudo-image de bloc de branche droite en V1, et il n'y a pas non plus d'image de bloc de branche gauche. On voit que la phase terminale est très altérée, et il y a une perte complète de l'activité auriculaire et sinusale. Donc, chez un dialysé, lorsqu'on a un tel ECG, il n'y a pratiquement qu'un diagnostic qui peut entrer en ligne de compte. Vous voyez que je vous ai proposé l'hypocalcémie, l'hypercalcémie, l'intoxication au lithium, l'hyperkaliémie et l'intoxication digitalique. Alors, l'intoxication digitalique ne se manifeste pas par de telles altérations. Il y a d'autres altérations qui viennent, et d'autre part, il faudrait que le patient prenne de la digitale. L'intoxication au lithium, il faudra aussi qu'il prenne du lithium. L'hypercalcémie, elle ne se manifeste pas par un ECG de ce type-là. Le rythme sinusal est préservé. Et on a généralement, même assez souvent, plutôt un raccourcissement de l'intervalle QT, alors que dans l'hypocalcémie, il est prolongé. Vous voyez qu'ici, l'intervalle QT corrigé est encore est légèrement augmenté, donc vous avez une prolongation de l'intervalle QT. Et finalement, cet ECG est très typique d'une hyperkaliémie avec l'absence d'onde P, le QRS élargi. On a parfois, c'est pas le cas dans cet ECG, on a parfois des T qui sont très proéminents dans le précordium, ça on l'appelle l'attente du potassium, et c'est également un ECG, c'est également un signe de l'hyperkaliémie. L'absence d'onde P ne signifie pas qu'il y a une absence d'activité électrique de l'onde P, mais elle est mineure, elle ne se manifeste pas sur l'ECG. On a une conduction qu'on appelle sino-ventriculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépolarisation de l'oreillette qui se manifeste, puisque l'oreillette est est complètement inactive sur le plan électrique et mécanique, mais elle conduit quand même légèrement l'activité électrique. Donc ça, c'est un ECG assez typique d'hyperkaliémie. Et vous ne devez jamais oublier que chez le dialysé, c'est un des premiers diagnostics auxquels il faut penser lorsque vous avez une bradycardie et une absence d'onde P. L'ECG suivant, donc le diagnostic, c'est l'hyperkaliémie, c'est-à-dire la réponse 4, pardon. L'ECG numéro 5, c'est un tracé un peu piège. C'est un patient qui vient avec des sensations de raté dans la poitrine. C'est un électrocardiogramme. Vous verrez qu'on fait souvent des électrocardiogrammes sans qu'il y ait de vraies raisons cliniques, mais c'est un électrocardiogramme qui a été enregistré aux urgences. Et vous voyez que les ondes P sont difficilement visibles. L'intervalle PQ, il est également très difficile à mesurer. On reviendra sur les ondes P tout à l'heure. Si l'on regarde le QRS,
il a une déviation axiale gauche. Vous voyez que en 2, 3 et AVF, on a une profonde onde S, ce qui est le signe de ce qu'on appelle un hémibloc antérieur gauche, car il y a une déviation axiale gauche du QRS. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une déviation axiale gauche et il y a une mauvaise progression de l'onde R dans les précordiales. Vous voyez que l'onde R croît très très lentement, mais ça, c'est pas forcément inquiétant du moment qu'il n'y a pas d'onde Q. C'est souvent lié à la morphologie du patient. On voit ça notamment chez des patients obèses. Ces oscillations de la ligne de base pourraient faire évoquer une arythmie auriculaire du genre flotter auriculaire ou éventuellement une fibrillation auriculaire. Ce qui est par contre tout à fait surprenant, c'est que les QRS sont extrêmement réguliers, comme vous le voyez, à une fréquence de 60 par minute environ. Donc lorsqu'on a des QRS très réguliers, comme je vous l'ai déjà dit sur un premier électro, et qu'on a une fibrillation auriculaire, si tant est que c'est une fibrillation auriculaire dans le cas présent, on doit penser à un bloc AV complet. Mais généralement, la fréquence de réponse ventriculaire est beaucoup plus lente dans les blocs AV complets, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et en regardant très attentivement le tracé. Je vous ai dit qu'en V1, c'est là qu'on voit le mieux les ondes P. Sur ce tracé, on les voit aussi dans une autre dérivation, mais vous voyez que on voit très clairement qu'avant chaque QRS, il y a une onde P qu'on peut également voir en 3. Et ces ondes P montrent qu'il s'agit certainement, très probablement, d'un rythme sinusal. L'origine sinusale ne peut pas être 100% certaine, du moment qu'en AVR, on ne voit pas bien ces ondes P. Je vous rappelle qu'un rythme sinusal provoque une onde P négative en AVR. Donc, on a clairement une activation auriculaire. Il est très probable que le rythme soit sinusal. Et en fait, c'est un ECG pour lequel je vous ai proposé les diagnostics suivants: rythme sinusal normal, rythme nodal, fibrillation auriculaire avec bloc AV complet, fibrillation auriculaire ou flotter auriculaire avec conduction 5-1. Et en fait, la présence de ces ondes P que l'on voit font qu'on peut poser le diagnostic de rythme sinusal normal avec un hémibloc antérieur gauche, mais le rythme est bel et bien sinusal. Et en fait, le patient, ce que je ne vous ai pas indiqué, mais avait une maladie de Parkinson et avait un tremblement qui fait qu'il y avait des artefacts lors de l'enregistrement sur les dérivations périphériques. C'est la régularité, la belle régularité des QRS qui nous fait chercher les ondes P, qui permet de poser ce diagnostic et qui confirme qu'il s'agit bien d'un rythme sinusal et pas d'une fibrillation auriculaire. Méfiez-vous toujours chez les patients qui ont un trémor, méfiez-vous toujours chez les patients qui ont un Parkinson. J'ai vu des malades qui ont été anticoagulés parce qu'on a abusivement posé le diagnostic de fibrillation auriculaire ou de flotter auriculaire. Parfois, on a des conséquences de l'anticoagulation. Donc, regardez consciencieusement les ECG, et si vous avez un doute, demandez à quelqu'un d'autre, mais ne prenez jamais de décision thérapeutique sans avoir posé le diagnostic. Concernant le ECG numéro 5, encore une remarque: lorsque vous avez des doutes quant à un ECG, il faut toujours le refaire vous-même. Si vous vous dites, tiens, je ne comprends pas très bien l'axe, je ne comprends pas très bien le rythme, refaites l'ECG vous-même, parce que parfois on se trompe en mettant les électrodes. ECG numéro 6, vous l'avez sous les yeux. C'est un patient qui vient avec des douleurs rétrosternales. Vous voyez que le rythme est sinusal. Vous avez des ondes P qui ont un axe normal, à savoir qu'elles sont positives en 2, 3 AVF, elles sont négatives en AVR. Un PR qui est également de durée normale. Sur la plaque suivante, vous avez la description de l'ECG. Vous avez un QRS qui a une durée prolongée à 130 millisecondes. Et vous notez qu'en V1, vous avez une morphologie
RSR', qui est typique d'un bloc de branche droite, avec les altérations de la phase terminale, l'onde T négative qui va avec. Ce qui est remarquable sur cet ECG, c'est que à la fin du QRS, vous avez un sus-décalage du segment ST qui est bien visible en 3 et en AVF. C'est ce qu'on appelle une onde de Pardy qui vous signe une ischémie transmurale. C'est ce genre de sus-décalage du segment ST qui peut être plus ou moins important, qui est ici pas majestueux, mais qui est tout de même bien présent, qu'on voit lorsqu'il y a un infarctus du myocarde. C'est une vraie urgence médicale, ce qui fait que vous devez connaître ces modifications électrocardiographiques, car elles posent l'indication à une revascularisation coronaire immédiate. Si on progresse, vous avez la description qu'on vient de faire. Ensuite, vous avez le diagnostic. Comme on l'a vu, il y a donc un bloc de branche droit avec un infarctus inférieur. Vous connaissez les critères du bloc de branche droit et vous avez vu les critères de l'infarctus inférieur. Lorsqu'on a un infarctus inférieur, on peut avoir une occlusion de la coronaire droite ou de l'artère circonflexe. Dans la grande majorité des cas, lorsque le sus-décalage est plus important en 3 qu'en 2, vous avez une occlusion de la coronaire droite. C'est important de le savoir parce que lorsqu'on fait des vascularisations, ça peut parfois nous aider dans la stratégie invasive. On passe maintenant à l'ECG numéro 7. C'est un patient qui vient vous voir parce qu'il a un pouls irrégulier, ce que vous confirmez au status et vous enregistrez le tracé suivant. Vous voyez qu'il y a effectivement une irrégularité des QRS, de l'activité électrique, et on remarque qu'il n'y a plus du tout d'onde P. On voit une oscillation de la ligne de base parfaitement visible, par exemple en 2. Et vous avez des QRS qui sont irrégulièrement irréguliers. C'est absolument typique d'une fibrillation auriculaire. Vous avez une fibrillation auriculaire. Bien entendu, il n'y a pas d'intervalle PR. Et on s'intéresse ensuite au QRS. On voit qu'il est élargi. Il a une durée de l'ordre de 120 millisecondes. Et lorsqu'il est élargi, on va voir en V1, comme je vous l'avais dit. Et on regarde si on a une morphologie RSR', ce qui n'est pas le cas ici. Donc si vous n'avez pas de morphologie RSR', on va voir en V6. Et vous avez effectivement en V6 une morphologie compatible avec un bloc de branche gauche. Le bloc de branche gauche n'est pas complet, car vous avez encore une petite onde R en V2 qui devrait disparaître si le bloc de branche gauche était complet. Donc le diagnostic qu'on va retenir pour cet essai, l'intervalle QT est par ailleurs normal. Le diagnostic qu'on va retenir, c'est la proposition 1, c'est-à-dire bloc de branche gauche et fibrillation auriculaire. Vous avez les commentaires classiques concernant la fibrillation auriculaire, qui est la seule arythmie irrégulière. L'ECG suivant, c'est une patiente de 19 ans, donc jeune, qui vient avec un pouls irrégulier et une dyspnée. Quelles sont les constatations? Vous avez de nouveau, comme sur l'ECG précédent, un rythme irrégulièrement irrégulier, avec l'absence d'onde P. Donc vous avez on a de nouveau une fibrillation auriculaire qui est relativement rapide, avec une fréquence cardiaque entre 100 et 110 battements par minute. Si l'on s'intéresse maintenant au QRS, on voit que le QRS est élargi aussi, modérément, mais il est élargi, avec de nouveau une morphologie RSR' en V1, donc une image de bloc de branche droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir avec le QRS? C'est son axe, qu'on doit toujours mesurer. Dans les ECG précédents, il figure dans la description. Et ici, vous remarquez que l'axe du QRS, il est à plus 120 degrés. Le QRS est négatif en 1, il est très positif en AVL. Donc, il est dévié à droite. Donc, vous avez un axe à plus 120 degrés. Et on voit très bien aussi en V2 les oscillations de la ligne de base de la fibrillation auriculaire. Donc cet axe droite n'est pas normal.
lorsqu'on a un axe droite et une fibrillation auriculaire, il n'y a pas énormément de diagnostics que l'on peut poser, surtout chez des jeunes. C'est en général des patients qui ont une pathologie de la valve mitrale, à savoir une sténose mitrale. Lorsqu'on a un axe droite avec une fibrillation auriculaire, il faut toujours penser à une hypertension pulmonaire, soit secondaire à une pathologie du cœur gauche, soit primitive dans le cadre d'une hypertension pulmonaire idiopathique, ou alors un BPCO sévère avec une augmentation des pressions pulmonaires. Dans le cas présent, vous noterez également qu'il y a une onde S profonde en V6 qui va avec l'hypertrophie ventriculaire droite qui se manifeste par cette déviation axiale droite. Et cette onde S, c'est le signe de l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc, le diagnostic que l'on peut poser, c'est bien entendu la fibrillation auriculaire avec une hypertrophie ventriculaire droite et une déviation axiale droite, telle qu'on la voit chez une jeune. C'est généralement le cas d'une sténose mitrale. Chez les patients plus âgés, c'est généralement lié à un BPCO ou une hypertension pulmonaire. Je vous rappelle que quand on est bébé ou jeune, on a un axe vertical ou peut-être droite, et qu'avec l'âge, l'axe a tendance à se dévier à gauche. Donc si vous êtes âgé avec un axe droite, c'est pas normal. Si vous êtes jeune avec un axe gauche, c'est pas non plus normal. Les autres diagnostics que vous avez, il n'y a pas de trouble conductif de type hémibloc antérieur ou hémibloc postérieur. On a par contre l'hypertrophie ventriculaire droite avec une image, comme je vous l'ai dit, de bloc de branche droite qui n'est pas vraiment un bloc de branche droite mais qui est lié à l'hypertrophie ventriculaire droite. On a un retard de conduction sur la branche droite. Et l'arythmie est bien entendu une fibrillation auriculaire parce que c'est de nouveau irrégulièrement irrégulier. Vous avez la description que je viens de vous faire et les commentaires que je viens de vous faire concernant ce tracé. On passe à l'ECG suivant. Qui est celui d'une patiente de 74 ans avec une instabilité hémodynamique et un pouls rapide. Alors vous enregistrez le tracé que vous voyez sous les yeux. Là, les choses deviennent un petit peu plus compliquées et parfois sont plus difficiles à interpréter. Il faut toujours progresser lorsque vous avez un pouls rapide, une tachycardie, comme c'est le cas ici. Il faut différencier les tachycardies entre les tachycardies à QRS fin ou à QRS large. Lorsque vous avez une tachycardie à QRS large, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire avec un QRS qui dure plus de 120 millisecondes, vous devez déterminer s'il s'agit d'une tachycardie ventriculaire ou d'une tachycardie supraventriculaire avec une aberration de conduction. Vous trouvez dans les livres d'électrocardiographie, notamment celui que je vous ai fourni, la manière de progresser lorsqu'on a une tachycardie à QRS large. Dans l'ECG qu'on a sous les yeux, vous avez une tachycardie à 150 battements par minute environ. Lorsqu'on a une tachycardie à 150 par minute, il faut toujours penser à un flotter avec une conduction 2-1. Et il y a un principe qui dit que toute tachycardie à 150 battements par minute est un flotter jusqu'à preuve du contraire. Dans le cas présent, le fait qu'on ait un QRS large parle plutôt contre un flotter, mais il pourrait y avoir un flotter avec une conduction aberrante. Lorsqu'on a une tachycardie à QRS large, la première chose à chercher, c'est voir si on trouve des ondes P qui sont dissociées. Je vous rappelle que dans la tachycardie ventriculaire, on a une dissociation électrique entre les ondes P et les QRS, avec plus de QRS que d'ondes P. C'est une des situations où on a une dissociation atrioventriculaire. Et lorsqu'on cherche les ondes P, je vous rappelle que la meilleure dérivation pour voir les ondes P est V1. Vous voyez en V1 qu'il y a des ondes P qui surviennent occasionnellement et qui sont totalement dissociées des QRS.
vous pouvez être certain que ce sont des ondes P parce qu'elles ont la morphologie d'ondes P, elles ne sont pas conduites, donc vous avez une dissociation entre les ventricules, entre l'activité ventriculaire et l'activité auriculaire, et des ondes P, vous pouvez être sûr que c'est une tachycardie ventriculaire. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres critères pour poser le diagnostic de tachycardie ventriculaire. La présence de cette dissociation suffit au diagnostic. Un autre élément qui va dans le même sens, c'est que vous avez une concordance négative, c'est-à-dire que vous avez des QRS qui sont négatifs dans tout le précordium. Lorsque les QRS ont dans tout le précordium la même polarité, c'est-à-dire qu'ils sont positifs ou négatifs, vous pouvez être sûr que c'est ce qu'on appelle une concordance, que c'est une tachycardie ventriculaire. Je vous rappelle que la tachycardie ventriculaire est une urgence la plupart du temps hémodynamique, comme c'est le cas chez cette patiente, et qu'il faut restaurer un rythme sinusal le plus rapidement possible par une cardioversion ou une défibrillation. La défibrillation ne doit être appliquée que lorsque vous avez une fibrillation ventriculaire, ce qui n'est pas le cas ici. Et ici, c'est une cardioversion. Vous devez cardioverser la patiente après l'avoir sédatée en mode synchrone, c'est-à-dire synchroniser la décharge du défibrillateur avec l'activité électrique, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait une défibrillation où on donne un choc à l'aveugle pour restaurer le rythme sinusal. Donc le diagnostic, c'est une tachycardie ventriculaire. Les autres tachycardies étant forcément exclues du fait de la dissociation atrioventriculaire. La dissociation atrioventriculaire n'est pas toujours présente, ce qui complique souvent les choses ou n'est pas visible. Et le diagnostic de tachycardie ventriculaire n'est pas toujours aussi facile que dans cette situation. On passe maintenant à l'ECG numéro 10. Vous faites un ECG de dépistage chez une patiente de 60 ans qui est totalement asymptomatique. Alors vous avez un rythme régulier avec des ondes P qu'on voit bien en 1, en 2, en AVL et en AVF. Qu'est-ce que ces ondes P en particulier? Bien, elles sont négatives en 1, elles sont négatives en AVL, positives en 3, en AVF elles sont bifides et en 2 elles sont négatives. Lorsque vous avez des ondes P négatives, les possibilités sont soit un rythme ectopique auriculaire, soit une erreur de positionnement des électrodes. Le rythme ectopique auriculaire est un rythme ectopiculaire gauche, et vous avez lorsque l'activation se fait de l'oreillette gauche à l'oreillette droite, vous avez une activation qui se fait du bras gauche au bras droit et pas du bras droit au bras gauche, comme c'est le cas normalement. Et cette activation se manifeste par une onde P négative en A et en AVL. Donc, ce qu'on a ici, donc on pourrait penser qu'on a une activité auriculaire gauche. Ce qui est surprenant, c'est que le QRS a un axe tout à fait anormal, puisqu'il est aussi négatif en 1 et également négatif en AVL. Donc on a le sentiment que le ventricule se dépolarise également de gauche à droite, ce qui n'est pas possible, sauf dans les cas d'une dextrocardie. Le diagnostic, donc, dans cette situation, on a soit une dextrocardie, puisqu'on a à la fois l'onde PLQRS qui est négatif en AVL, soit une erreur de positionnement des électrodes. Ce qui parle contre la dextrocardie, c'est que dans tout le précordium, vous avez des ondes, des QRS qui progressent normalement, avec un QRS tout d'abord négatif, puis positif. Dans les cas de dextrocardie, lorsque vous placez les électrodes sur la partie gauche du thorax, vous voyez une diminution de l'amplitude des QRS puisque vous vous éloignez du cœur, le cœur étant situé à droite. Donc on a une dépolarisation dans les précordiales qui est normale, c'est uniquement dans les périphériques qu'il y a une anomalie, donc vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une erreur de positionnement des électrodes dans le cas présent. Et si l'on va dans les
possibilité diagnostique, on voit la dextrocardie. Je vous ai expliqué pourquoi ce n'était pas le cas, puisque dans le précordium, le QRS est normal. Dans la dextrocardie, il doit être anormal. Un rythme auriculaire gauche, c'est pas possible parce que vous auriez une onde P négative en AVL, mais vous auriez un QRS positif, ce qui n'est pas le cas. Donc là, le diagnostic est celui d'une inversion des électrodes des bras. Les autres diagnostics n'entrant pas en ligne de compte, bien qu'on ne peut formellement exclure qu'il y ait pas une atteinte, une cardiomyopathie par exemple, et une inversion des électrodes, mais l'ECG n'est pas typique d'une cardiomyopathie. Par contre, il est absolument typique d'une inversion des électrodes des bras. Je vous laisse également lire Nous poursuivons maintenant avec l'ECG numéro 11, qui est un ECG qui est très intéressant, mais qui vous montrera surtout qu'il faut surtout bien lire ces tracés, c'est extrêmement important pour le devenir de certains patients, notamment de cette jeune femme de 18 ans qui est venue aux urgences et qui a consulté plusieurs fois dans divers hôpitaux pour des malaises avec perte de connaissance. Elle en relatait 6 essentiellement, et c'était notamment le dernier lorsqu'elle voulait prendre le bus, elle courait derrière le bus et elle a perdu connaissance. C'est donc une syncope à l'effort. Je peux déjà vous dire qu'on ne doit jamais banaliser une syncope à l'effort, notamment chez les enfants. Les enfants peuvent perdre connaissance. On peut perdre connaissance lorsqu'on est au repos, dans des circonstances qui évoquent une syncope vasovagale à l'effort. C'est jamais banal et il faut toujours investiguer. C'est jamais banalisé les syncopes à l'effort. Donc cette jeune patiente a été vue dans plusieurs hôpitaux. On lui a toujours dit qu'il s'agissait de troubles fonctionnels. Elle a même été envoyée chez un psychiatre qui n'a pas trouvé de pathologie. C'était une jeune patiente suisse-allemande qui était fille au père, qui avait parfois de la peine à s'exprimer, probablement à se faire comprendre. Si on revient à notre électro, vous voyez que le rythme est franchement sinusal avec des ondes P qui sont positives en négatives en AVR. Donc on n'a pas de doute que le rythme est bien sinusal. L'intervalle PR est tout à fait normal. On note par contre qu'il y a des micropotentiels dans les dérivations périphériques qui sont sans grande signification chez cette jeune patiente qui était un petit peu en surcharge pondérale. Le QRS est normal, vous voyez que l'axe est tout à fait celui qu'on attend, il est à peu près à 60 degrés, 45 à 50 degrés. La durée du QRS est normale, ainsi que l'amplitude. On note dans les précordiums des ondes T qui sont anormales et qui sont négatives, mais surtout, si l'on mesure l'intervalle QT, on voit en V4 notamment qu'il est franchement prolongé, il est aux alentours de 480 à 490 millisecondes, ce qui montre que c'est un QT qui est trop long. Et si on le rapporte à la fréquence, on parle de QTC, de QT corrigé selon la formule de Bazette. Et là, on arrive à des valeurs qui sont pas loin de 500 millisecondes. Il faut noter qu'elle avait eu plusieurs ECG, que jamais l'intervalle QT n'avait été mesuré sur les électrocardiogrammes qu'elle a eus. Il faut savoir que les appareils à lecture automatique mesurent souvent assez bien le QT et tous les intervalles. C'est la seule chose le seul mérite que l'on peut leur laisser à ces appareils à lecture automatique. Mais il faut tout de même s'en méfier. Il y a quelquefois des intervalles qui sont trop courts ou trop longs. Alors les diagnostics différentiels, je vous les ai mis. Il y a le syndrome du QT long congénital, l'hypocalcémie, l'hyperkaliémie, la dysplasie ventriculaire droite, la cardiomyopathie obstructive ou le tracé normal. Mais on a vu que en fait, la seule pathologie, il y a deux choses qu'on pourrait dire, c'était les micropotentiels, mais ça c'est relativement banal. Et l'autre chose, c'est la prolongation de l'intervalle QT. Donc on a affaire à un syndrome du QT long congénital. L'hypocalcémie pourrait aussi prolonger l'intervalle QT. C'est un des effets de l'hypocalcémie, mais ce n'était pas le cas chez cette
chez cette patiente. La dysplasie ventriculaire droite peut être évoquée lorsqu'on a des ondes T négatives de V1 à V3 ou V4 chez un jeune sans pathologie. Il faut toujours y penser. Vous avez le commentaire de cet ECG. Le tracé suivant, c'est un tracé qui est vraiment que vous devez absolument connaître et pour lequel vous devez poser le diagnostic en quelques secondes. C'est un homme de 65 ans qui a des palpitations. Vous voyez qu'on a une activité qui est parfaitement régulière, à une fréquence cardiaque d'à peu près 75, un tout petit peu plus, 80 battements par minute. On ne voit pas d'onde P. Par contre, on note entre les complexes QRS une image classiquement décrite comme un dent de scie ou un toit d'usine. Cette image est absolument typique de l'arythmie qui existe chez ce patient. On note qu'il n'y a pas d'onde P, qu'il y a ces ondes F et qu'il n'y a bien entendu pas d'intervalle PQ mesurable. Le QRS est lui normal en termes d'axe, de durée et d'amplitude. La phase terminale segment ST est ininterprétable étant donné cette arythmie. Le diagnostic que je vous propose, c'est soit un tracé normal, une fibrillation auriculaire, une tachycardie auriculaire ou un flotteur auriculaire. Comme vous l'avez certainement déjà posé, le diagnostic est celui du flotteur auriculaire. C'est un flotteur tout à fait typique avec cette image classique en toit d'usine et ou en dent de scie. Il faut vous mettre cette image dans la tête car vous la verrez souvent et c'est une image tout à fait typique. Nous passons maintenant à l'ECG numéro 13. Il s'agit d'un patient de 75 ans qui vient pour une syncope. On remarque qu'il y a des ondes P que j'entoure. Celles-ci sont très bien visibles. En cherchant bien, on voit qu'il y en a même qui sont dans le QRS et qui déforment le QRS. Il y a donc beaucoup de P et peu de complexes QRS avec une bradycardie à 58 battements par minute. Il n'y a pas de relation entre les P et les QRS. C'est ce qu'on appelle une dissociation atrioventriculaire avec plus d'ondes P que de complexes QRS. Par ailleurs, les complexes QRS sont microvoltés dans les dérivations périphériques, mais également dans les dérivations précordiales. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans les CG actuels. Ce qui est surtout marquant, c'est la dissociation entre les P et les QRS. Et du moment qu'il y a plus de P que de QRS, c'est typique d'une certaine pathologie. On note que le QRS est fin, avec un axe normal. La phase terminale est aussi peu altérée. On voit parfois des ondes P très très bien visibles dans l'onde T qui peuvent la déformer. L'intervalle QT est normal et les ondes T sont parfois négatives, notamment en AVL. Le diagnostic différentiel, le diagnostic qu'il convient de poser sur un tel ECG est celui d'un bloc AV complet. Pourquoi? Parce que vous avez une dissociation complète entre les QRS et les ondes P avec plus d'ondes P que de QRS, comme je vous l'ai déjà dit. S'il y avait plus de QRS que de P, c'est ce qu'on voit dans une tachycardie ventriculaire. On a déjà vu un ECG de ce type-là précédemment. Si l'on avait un bloc AV du deuxième degré de type Mobitz 2 ou de type Mobitz 1, il devrait y avoir une relation entre certaines ondes P et les QRS. Un bloc AV du premier degré voudrait dire qu'il y a un QRS après chaque onde P, ce qui n'est manifestement pas le cas. Vous avez ici le commentaire de cet ECG qui
qui revient à ce que je vous ai déjà dit précédemment. On passe à l'ECG numéro 14, qui est un ECG enregistré chez une jeune patiente de 18 ans qui n'a comme seul symptôme que des palpitations à début brusque et à fin brusque. Je vous rappelle que les palpitations, pour qu'elles aient une origine organique, c'est-à-dire une anomalie rythmique caractérisée, il faut souvent qu'il y ait un début brusque et une fin brusque. Comme lorsqu'on allume et que l'on éteint la lumière. Lorsque les patients décrivent ce genre de symptômes, il est très probable qu'ils aient des tachycardies et que l'on trouve un mécanisme physiologique ou physiopathologique pour expliquer ces palpitations. Si l'on regarde cet ECG, on voit qu'il y a des ondes P avant chaque QRS, que ces ondes P sont positives en 1, positives en 2, négatives en AVR, donc il s'agit d'un rythme sinusal relativement rapide puisque la fréquence est de l'ordre de 85 à 90 battements par minute. L'intervalle PQ, et c'est là que c'est intéressant, on voit que cet intervalle est relativement court. Avec un empattement du QRS, on a une onde P et au début du QRS, cet empattement que l'on voit bien dans les dérivations où je l'entoure. Il n'y a pas vraiment de début de ce QRS, c'est ce qu'on appelle une onde delta. Et cette onde delta est caractéristique de ce que l'on appelle ce qui est une préexcitation, c'est-à-dire que le ventricule est préexcité par une voie accessoire qui peut être située à gauche ou à droite et qui est un résidu embryonnaire, une conduction atrioventriculaire qui a les propriétés des fibres de Purkinje, donc qui peut conduire très rapidement l'impulsion électrique, contrairement aux voie de conduction normale et au nœud atrioventriculaire qui, je vous le rappelle, est un frein à la conduction trop rapide. Cette préexcitation est caractéristique d'une dépolarisation précoce du ventricule. Ça se manifeste par ce PR court. On a de la peine à le mesurer d'ailleurs, il est de l'ordre de 100 à 110 millisecondes. Le reste du QRS, l'axe du QRS est normal. La phase terminale et le segment ST n'est pas interprétable puisque comme je vous le rappelle, lorsque vous avez une dépolarisation anormale, on a toujours une repolarisation qui est anormale ou qui est en tout cas difficile à interpréter. Et vous ne pouvez pas, en présence d'une préexcitation, vous prononcer sur la repolarisation. L'intervalle QT, pour lui, est strictement normal. Les possibilités diagnostiques, je vous ai mis bloc de branche gauche incomplet, syndrome de préexcitation, mis bloc antérieur gauche, bloc de branche gauche complet, ancien infarctus inférieur. La bonne réponse est la réponse 2, c'est un syndrome de préexcitation. Lorsqu'il y a des palpitations, comme c'est le cas ici, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est-à-dire des tachycardies atrioventriculaires qui utilisent à la fois l'oreillette et le ventricule pour exister, et qui utilisent la voie accessoire soit de manière antérograde, soit de manière rétrograde, pour que la tachycardie perdure. Il faut savoir que la pire arythmie qui puisse arriver en présence d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est la fibrillation auriculaire, puisque lorsqu'il y a une fibrillation auriculaire, pratiquement toutes les impulsions peuvent passer au ventricule avec un QRS très large et des fréquences de réponse ventriculaire qui sont extrêmement élevées, qui peuvent aller parfois jusqu'à 250 battements par minute, avec souvent des malaises et des syncopes. Souvent, les syndromes de préexcitation donnent des images très atypiques du QRS et des diagnostics erronés d'infarctus inférieur sont parfois posés, puisqu'il y a souvent des ondes Q en relation avec ce type de DCG et la préexcitation. Donc lorsque vous avez une préexcitation, on ne peut rien dire d'autre que préexcitation
et syndrome de Wolff-Parkinson-White. Vous avez les commentaires liés à ce tracé que je viens de vous faire. Je vous ai noté également que le faisceau accessoire pouvait parfois s'appeler faisceau de Kent. La majorité des faisceaux accessoires sont situés à gauche, mais certains sont également situés à droite et sont parfois associés à des maladies, des malformations cardiaques congénitales, notamment la maladie d'Epstein, qui consiste en une implantation basse de la valve tricuspide dans le ventricule droit. Les tachycardies qui peuvent exister avec le syndrome de VPV sont des tachycardies orthodromiques, à savoir qu'elles utilisent les voies normales pour descendre au ventricule et remontent du ventricule à l'oreillette par la voie accessoire. Elles peuvent être antidromiques et pas antinomiques. Antidromiques si elles utilisent la voie accessoire pour descendre au ventricule et remonter par la voie normale. Et il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, une fibrillation auriculaire avec une arythmie très caractéristique que l'on dénomme FBI, Fast, Broad and Irregular, donc rapide, large et irrégulière. Les ECG sont absolument typiques de chacune de ces arythmies qui doivent être diagnostiquées, qui surviennent chez des patients jeunes et qui doivent être traitées de manière efficace et correcte, notamment en administrant les drogues, des bonnes drogues en phase aiguë ou en cardioversion les patients lorsqu'ils arrivent en urgence. Donc, pour traiter de manière définitive ces patients, on peut procéder à des ablations de la voie accessoire qui ont la propriété de guérir définitivement les patients. On passe maintenant à l'ECG numéro 15 que je vous laisse découvrir. C'est un ECG qui n'est pas facile, comme vous le verrez lors de la description. On voit qu'il y a des QRS. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par analyser le QRS qui est élargi avec un axe qui est pratiquement vertical. Je vous rappelle qu'en présence d'un trouble conductif, ce qui est le cas dans l'ECG, de cet ECG-là, on doit prendre les 40 premières millisecondes du QRS pour déterminer l'axe. Les QRS étant larges, on va immédiatement voir en V1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un QRS qui a une morphologie RSR', ce qui traduit la présence d'un bloc de branche droit complet. Je vous le rappelle, les altérations de la phase terminale en présence d'un bloc de branche droit sont non interprétables puisque la dépolarisation est anormale. Si l'on regarde les ondes P, puisqu'on voit des ondes P, on remarque qu'elles sont bien présentes, qu'elles sont négatives en 2, négatives en 3 et négatives en AVF, ce qui veut dire que la dépolarisation auriculaire n'est pas normale, mais qu'elle se fait du bas de l'oreillette vers le haut de l'oreillette. Et c'est ce qu'on appelle une dépolarisation caudocrâniale de l'oreillette, telle qu'on peut la voir lorsqu'on a un rythme du sinus coronaire. C'est-à-dire que la dépolarisation auriculaire ne vient pas du sinus, mais prend naissance dans la région du sinus coronaire. En regardant de manière approfondie ce tracé, on est surpris de voir une petite dépolarisation négative juste après le QRS, que l'on voit également en AVR, où là, elle est légèrement positive, et en reportant un peu ces dépolarisations, on voit qu'en fait l'onde P n'est pas seule, mais qu'il y a deux ondes P pour un QRS, ou deux ondes P', puisqu'il ne s'agit pas d'une onde P sinusale, qu'il s'agit d'une onde P ectopique. Il y en a deux devant chaque QRS, mais vous voyez qu'il faut regarder très attentivement le tracé pour voir cette deuxième onde P, qui veut dire qu'il y a une arythmie auriculaire qui va être conduite une fois sur deux au ventricule. Il y a donc un bloc 2 et une tachycardie supraventriculaire, une tachycardie auriculaire. Si l'on regarde les diagnostics que je vous ai proposés, vous
on peut avoir soit un rythme sinusal avec un hémobloc antérieur gauche et un bloc de branche droite. Il n'y a pas de rythme sinusal puisqu'on a vu que les ondes P n'avaient pas une morphologie sinusale. Tachycardie sinusale est également exclue. Ensuite, on peut avoir soit une tachycardie auriculaire droite, soit une tachycardie auriculaire gauche. Vous avez vu que la fréquence des ondes P était nettement supérieure à 100 battements par minute. Donc, il s'agit bien d'une tachycardie. Et cette tachycardie, comme je vous l'ai dit, au vu de la morphologie de l'onde P, prend naissance au niveau de la région du sinus coronaire. Il s'agit donc d'une tachycardie auriculaire droite avec un bloc de branche droite et une conduction atrioventriculaire de 1. Un battement sur 2 auriculaire est conduit au ventricule. Donc c'est la réponse numéro 3 qui est la réponse correcte. Vous avez quelques explications quant à la tachycardie visualisée sur cette ECG. Nous arrivons maintenant à l'ECG numéro 16. C'est un ECG de dépistage chez un patient qui n'a aucun symptôme. C'est un ECG relativement simple que vous devez connaître et où le diagnostic ne doit vous poser aucun problème. La description de l'ECG, comme vous le voyez, on a un rythme régulier, sinusal, avec des ondes P qui sont positives en 1, négatives en AVL, positives également en 2. Donc on a bien un rythme sinusal, un intervalle PR qui est normal. Qu'en est-il du QRS maintenant? Vous voyez que le QRS est élargi. Il dure à peu près 140 millisecondes. On va regarder à ce moment-là en V1. On n'a pas de RSR' qui aurait permis d'évoquer un bloc de branche droite. Par contre, en V6, on a un RSR' en V5 et V6, mais surtout en V5, et qui est tout à fait caractéristique d'un trouble conductif de type bloc de branche. Je vous noterai également qu'on a perdu la petite onde R en V2, en V1 et qu'elle est microscopique en V3. Ceci est dû au trouble conductif. Les altérations de la phase terminale avec les ondes T négatives en V5 et V6 vont avec le trouble conductif, comme je vous l'ai déjà dit, à dépolarisation anormale, repolarisation anormale. Les propositions diagnostiques sont rythme sinusal avec bloc de branche droite, rythme sinusal avec préexcitation. Souvent, on confond les troubles conductifs. Lorsqu'il y a une préexcitation, on parle de bloc de branche alors que c'est une préexcitation. Il faut bien connaître les caractéristiques du bloc de branche. Rythme sinusal avec bloc de branche gauche ou rythme sinusal normal. On est donc dans le cas de figure d'un rythme sinusal avec un bloc de branche gauche. La bonne réponse est donc le numéro 3. L'ECG suivant, c'est un ECG de dépistage chez un homme de 57 ans. Quelle est la description que l'on peut en faire? C'est un rythme sinusal. De nouveau, vous voyez qu'on voit très bien les ondes P et qu'elles sont également négatives en AVR. Donc on a un rythme sinusal avec un intervalle PR qui est normal. Qu'en est-il du QRS? Le QRS, il est de durée normale. C'est la fin du QRS, le début du segment ST, le segment ST qui n'est pas normal et on remarque qu'il y a un problème. On le voit en V1 où vous avez un bloc de branche droite, une image de bloc de branche droite avec un sus-décalage du segment ST en V1, très discrètement en V2. Dans les autres dérivations, on ne remarque rien de particulier. J'ai oublié de vous dire que l'intervalle PR est normal et l'axe du QRS est également normal. Cette image est très typique d'un syndrome particulier que vous devez connaître car il est lié à des morts subites et il survient généralement chez des patients plus jeunes que 57 ans, mais il faut connaître ce syndrome car
il doit être diagnostiqué et il doit être investigué. Donc c'est pas une image de bloc de branche droit normal, donc la proposition de rythme sinusal avec bloc de branche droit n'est pas la bonne. Une ischémie antérieure, bien non, il n'y a pas d'ischémie antérieure puisque le sus-décalage est qu'en V1, et V1, je vous le rappelle, explore le ventricule droite. C'est une image typique d'un syndrome de Brugada. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Brugada? Le Brugada, c'est une atteinte, c'est ce qu'on appelle une channellopathie, une atteinte des canaux, qui provoquent la dépolarisation. Vous savez qu'il y a des canaux sodiques, des canaux potassiques, et c'est une anomalie de ces canaux qui provoquent le syndrome de Brugada avec des troubles de leur polarisation. Et comme vous le voyez dans le commentaire, on a 3 types de syndrome de Brugada. Je vous laisse lire les commentaires et vous verrez quels sont ces types. Lorsqu'on a une suspicion d'un syndrome de Brugada mais qu'on n'en est pas sûr, on peut lui donner soit de la flécainide, soit de l'ajmaline pour provoquer un trouble conductif, pour déclencher et démasquer un syndrome de Brugada. Le traitement du syndrome de Brugada lorsqu'il est symptomatique, c'est-à-dire par des troubles de rythme ventriculaire, c'est un défibrillateur. Passons maintenant à l'ECG numéro 18, qui est également un ECG que vous devez absolument connaître. Il ne doit pas y avoir une seconde d'hésitation. La description, vous voyez qu'il y a 2 parties sur cet ECG. Il y a une partie gauche et une partie droite. Sur la partie gauche, on note qu'il y a des ondes P qui sont bien présentes. Vous n'avez pas les dérivations classiques car c'est un test d'effort et on ne met pas toutes les dérivations pendant le test d'effort. Et vous voyez qu'en AVF elle est positive, qu'en V1 l'onde P est positive et qu'en 1 elle est également positive. On a un intervalle PR qui est normal. On note juste qu'il y a un sous-décalage du segment ST qui est en train de s'amorcer en V5 avec un segment ST qui commence à être oblique descendant. Et soudainement arrive une extrasystole ventriculaire et ensuite un rythme totalement anarchique, sans aucune structure. Il n'y a plus d'onde P, il n'y a plus de QRS, il n'y a plus aucune onde reconnaissable. Et ça, c'est un ECG absolument typique de fibrillation ventriculaire qui est la plus grande urgence médicale qui soit, puisque sans un choc électrique, on a une mort certaine dans les minutes qui suivent. Si vous n'avez pas de défibrillateur, il faut immédiatement commencer un massage cardiaque. Il n'y a pas besoin de ventiler le patient, il faut le masser jusqu'à l'arrivée du défibrillateur pour améliorer son pronostic. L'ECG numéro 19, c'est un ECG qui est enregistré chez ces 2 pistes d'ECG. Une piste d'ECG continue qui a été enregistrée chez un patient de 79 ans. Vous voyez que c'est un trouble conductif, c'est pour ça que je voulais montrer que je n'ai pas mis tous les ECG parce que les éléments qu'on a ici sont suffisants. On a des ondes P qui sont bien visibles sur le tracé du haut. Sur le tracé du bas, elles sont indiquées par un P. Et vous voyez que dans cette onde dans cette onde T, il y a un P, il y en a un ici. En bas, il y a également de multiples ondes P. Et là, on voit qu'on a 3 ondes P pour un QRS qui est fin, et en bas, on a 3 ondes P pour un QRS qui est large. On a donc, par contre, le troisième onde P est systématiquement conduite. Donc, on a un bloc atrioventriculaire du 2e degré de type Mobitz 2 avec une conduction 3-1, 3 ondes P pour un QRS et une alternance de QRS fin et de QRS large, ce qui signifie que le trouble conductif est bas situé, qu'il s'agit d'un trouble conductif de type Mobitz 2 à mauvais pronostic
qui nécessitent l'implantation d'un stimulateur cardiaque le plus rapidement possible. Le fait qu'il y ait une alternance de QRS fin et de QRS large est encore de plus mauvais pronostic parce que ça nous dit qu'il y a une fragilité non seulement plus haut que les fibres de Purkinje, mais également dans la branche gauche des voies de conduction infrahaïtiennes. Donc le diagnostic, c'est un bloc AV du deuxième degré de type Mobitz 2. L'électrocardiogramme numéro 20, qui est également le dernier de cette série et de cet échantillonnage d'électrocardiogrammes, c'est un ECG de routine chez un patient qui vient pour un contrôle, et vous noterez que on voit qu'il y a une espèce d'artefact avant des ondes P qui sont relativement petites mais qui sont tout de même bien identifiables, notamment en AVF et en V1. Ces ondes P sont précédées d'un spike. Et à quoi correspond ce spike? Je vous ai mis un tel ECG pour que vous voyez ce que c'est. C'est un spike, c'est une décharge électrique provoquée par un stimulateur cardiaque. C'est l'activité électrique d'un stimulateur cardiaque qui, dans le cas présent, stimule l'oreillette. Et vous pouvez même voir quelle oreillette est stimulée en fonction de l'axe de l'onde P. Vous voyez que l'onde P est positive en 1, positive en 2 et positive en AVF. Donc c'est une activation de l'oreillette droite relativement haut située. Et vous voyez que l'intervalle PR est normal. On note par contre que les QRS sont microvoltés dans les... sont microvoltés dans toutes les périphériques. Ça, c'est le spike qu'on voit bien dans toutes les dérivations. Et que se passe-t-il sur la partie droite du tracé? Vous voyez qu'il y a un intervalle plus long entre deux spikes. Entre ces deux spikes, il y a un intervalle plus long. Donc, ça veut dire que soit le pacemaker ne fonctionne pas correctement, soit qu'il a détecté une activité quelque part et qu'il a retardé sa dépolarisation. Et en fait, on remarque que dans l'onde T, il y a une onde P qu'on voit également en V1. Et cette onde P est une extrasystole auriculaire qui n'est pas conduite au ventricule. Elle est détectée par le pacemaker qui va dès lors retarder sa dépolarisation, qui va délivrer sa dépolarisation, qui va avoir une activité électrique en fonction du rythme d'échappement du stimulateur cardiaque, qui est exactement l'intervalle qu'il y a entre deux spikes. Pour le reste, le QRS est fin, il est normal avec un intervalle QT normal. La raison pour laquelle les QRS sont microvoltés est soit une obésité, soit un BPCO. Chez ce patient, la tamponade ou l'accumulation de liquide péricardique est beaucoup plus rare. Donc le diagnostic, c'est un stimulateur cardiaque en mode AAI qui fonctionne tout à fait normalement. C'est donc la première proposition qui est la bonne comme réponse. Voilà, je vous ai présenté ces 20 ECG. J'espère que vous avez appris quelque chose en les regardant. Vous avez encore sur le site de la faculté d'autres tracés que vous pouvez consulter, qui vous seront mis à disposition. Vous allez également recevoir le livre d'électrocardiographie, ce qui fait que vous avez tous les éléments pour devenir excellent en électrocardiographie et avoir, j'espère, du plaisir à regarder, à les lire, car c'est un examen important, capital même dans la prise en charge des patients aujourd'hui. Et c'est un examen qui est intellectuellement également intéressant puisqu'il suscite une réflexion souvent, parfois même assez complexe. Merci, bonne fin de journée.